It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, 12 février 2022, c'est le 102e anniversaire du décès de Aurore Gagnon. Et faut-il le dire encore, elle est plus connue pour certaines personnes comme étant l'enfant martyr, Aurore l'enfant martyr. Donc, je tenais à souligner l'événement par une publication qui sera publiée demain sur la présente chaîne YouTube. Donc, c'est une présentation de 2 heures sur tout le procès que j'ai réalisé en 2016. Je l'avais déjà publié sur YouTube, mais je l'avais retiré, parce que je pense que certaines personnes la trouvaient trop longue ou d'autres se contentaient de ça pour ne pas lire le livre. Mais bon, bref, si vous achetez pas le livre, je m'en fous aussi. Le sujet d'Aurore est délicat. Parce que, il y a certaines personnes qui se l'ont approprié. Tu sais, c'est quand même un sujet, Aurore, qui... il y a quelques cas comme ça dans l'histoire du Québec qui... le Québec, la population au complet s'est approprié l'histoire, puis ça devient pratiquement comme une religion. On ne peut plus dire ce qu'on veut, il faut faire attention, et ci et ça. Je pense, par exemple, qu'il n'y a pas nécessairement rapport avec le crime, mais... un homme politique comme René Lévesque, par exemple, il y en a qui l'adulent comme un dieu. Et la moindre petite écartade, si on veut, commentaire, je dirais pas commentaire déplacé, mais un commentaire qui ne serait pas nécessairement positif, tout de suite on se fait attaquer. Ça devient des intouchables. Avec Aurore, ce qui est particulier, c'est que tout le monde y est allé de son opinion. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont lu mon livre publié en 2016, vous aurez constaté que tous les ouvrages, tout ce qui avait été fait avant 2016, c'était surtout des dramatiques et tout ça. On y allait avec plusieurs interprétations. Et le fait d'avoir revisité ou visité le procès, donc les archives judiciaires, dans cette affaire-là, en 2016, nous a permis de rétablir certains faits ou de voir vraiment de se fier aux vrais faits. Donc, voilà, c'est pas de l'interprétation. Plus récemment, évidemment, depuis 2016, il s'est publié quelques trucs, là, sans trop d'importance. En l'automne dernier, il y en a un autre là, qui a publié une version complètement, en tout cas, loufoque là, de ce que je peux savoir. Sans intérêt tant qu'à moi, mais il revient par exemple entre autres avec le fait que Aurore n'aurait pas subi autant de sévices. Il pardonne pratiquement Marianne Hood. C'est surprenant, évidemment.
Si vous avez des doutes, moi, mon but principal, c'est un peu, BANQ m'a inspiré beaucoup là-dessus, c'est je me donne comme mission, ou j'essaie en tout cas de respecter le plus possible, de remettre au public tous les outils pour se permettre de faire sa propre opinion sans nécessairement avoir la mienne. Mais c'est sûr qu'en étudiant des procès, on finit par développer certains talents, en tout cas, j'espère. Et bon, moi, le témoignage des enfants, tant qu'à moi, est assez crédible, même s'ils sont pas parfaits. Ça arrive dans tous les procès. Et la grosse erreur que cet auteur-là, je pense, a fait, c'est qu'il a jugé un procès de 1920 avec les yeux d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, on jugerait une cause qui se serait passée, on va prendre un exemple au hasard, dans les années 70, et puis qu'on dit, ah ben là, ils ont mal fait leur travail, les policiers, parce qu'ils n'ont pas fait des tests ADN. Oui, mais dans les années 70, ça n'existait pas, les tests ADN. Tu peux pas juger ça avec les yeux d'aujourd'hui. C'est impossible. Donc, c'est ça. L'important, si on veut juger vraiment un procès qui date d'une certaine époque, c'est comme en histoire, si on l'enseigne en histoire aussi, ne pas juger d'un fait historique ou peu importe, sans le contexte. Donc, le contexte est très important. C'est sûr qu'on peut pas se replonger à 100%, refaire un contexte parfait. C'est impossible. Il y en a, ce que j'ai entendu aussi, par exemple, quand on essaie de reconstituer un procès comme ça, il y en a qui nous disent, on peut pas voir les réactions des témoins, sur le ton aussi qu'ils l'ont dit. On peut pas voir les traits physiques. Bon, est-ce qu'ils ont fait des grimaces? Est-ce qu'ils ont fait ça en se moquant et tout ça? Ça, je dirais que c'est pas important parce que les procès sont basés sur des faits. Et les faits ils sortent de la parole des témoins, donc sont enregistrés. Peu importe si ça a été dit sous un certain ton ou un autre, un fait est un fait. Donc, si un témoin dit, par exemple, « Ah, ben moi, je l'ai vu la brûler avec le fer à friser. » Puis si on dit la même phrase, « Ah, ben moi, je l'ai vu la brûler avec le fer à friser. » Oui, ça peut être plus dramatique, la perception, mais la phrase est la même, le fait est le même. Donc, les faits ressortent de toute façon. Donc, juger d'une chose comme ça, avec des yeux d'aujourd'hui, puis dire, ah ben là, avec la psychologie qui a évolué, tout ça, c'est très malhonnête tant qu'à moi, parce que il faut se replonger pour avoir l'honnêteté de bien comprendre le verdict, parce que c'est ça au fond, là. Il y en a beaucoup qui ne le disent pas ou qui essaient de le cacher, mais c'est qu'on juge. On vient juger la décision d'un jury qui a rendu un verdict. Donc, c'est la conclusion du procès. Et ce jury-là a construit son opinion en écoutant puis en regardant le procès. Donc, en écoutant seulement la preuve qui était disponible devant eux. Donc, la question qu'il faut se poser, je le disais dans mon livre de 2016, est-ce que les éléments étaient suffisants en 1920 pour la condamner Marianne Hood? Moi, j'ai pris ça au début de façon objective, puis bon, en lisant le procès, j'ai fini par comprendre que oui, elle était coupable. Il y avait 2 éléments dans ça qui démontraient la préméditation assez clairement, là. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai pas de compte à rendre à personne. Je veux juste vous rendre une histoire le plus honnête possible. Et encore là, je vous invite grandement, si vous avez des doutes, de mon opinion ou de certains autres auteurs, allez lire le procès aux archives. Il est préservé, il est sécurisé justement aux archives pour cette raison-là. C'est la source même, donc on peut pas réécrire le procès. Les interprétations peuvent être différentes, évidemment, mais comme je vous dis, en histoire, c'est très important de ne pas juger avec des yeux d'aujourd'hui. C'est même malhonnête. Fait que faut vraiment se plonger dans l'esprit des jurés à cette époque-là, seulement de ce qu'il y a dans le procès. Donc, on fait fi de tous les journaux. Ça, c'est automatique. Donc, il faut faire très attention à ce qui a été dit dans les journaux, à ce qui a été dit dans les films qui ont été faits là-dessus après aussi. Faire attention aussi à la pièce de théâtre. En fait, toutes les productions, les romans qui ont été écrits là-dessus, il faut faire fi de tout ça. C'est très difficile, je le sais. Pour certaines personnes, c'est pratiquement impossible de tout effacer les images qu'on a pu se faire dehors avec le temps. Mais
si on est capable de le faire, ben on se replonge encore mieux dans le procès, dans le contexte du procès, puis de lire juste les témoignages. Comme je l'ai dit, il y a des choses, il y a des enquêtes qui ont été résolues, qui sont conclues sans problème et qui pourtant présentent des témoignages un petit peu contradictoires. Ça arrive, les témoins, bon, là, c'est des enfants dans ce cas-là. Mais si on prend le contexte, la preuve circonstancielle qui finit par coller avec tout le reste, moi, j'arrive pas aux mêmes conclusions que certains autres auteurs. Alors, tout cela pour dire que finalement, ben, Aurore demeure Aurore, tant qu'à moi, un symbole de maltraitance et tout ça. Puis ça, je pense qu'il faudrait pas l'oublier. Et ce qu'il faudrait pas oublier non plus, ben, c'est demain ma présentation d'environ 2 heures sur le procès de Marianne Hood. Pour célébrer justement, c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais pour souligner le 102e anniversaire du décès d'Aurore Gagnon. Et une autre chose en terminant que j'aimerais souligner, c'est que souvent on va débattre d'une cause judiciaire comme ça qui vient nous chercher en émotion. C'est le cas à l'occasion, je dis bien à l'occasion, parce que c'est pas quand même fréquent dans l'histoire. Le cas d'Aurore en est un bon exemple, tout ça. Donc, là, il y a plusieurs personnes qui montent aux barricades. Et dans ces cas-là, je veux pas faire de reproches à ces gens-là, mais souvent, ils n'ont aucune notion de ce qu'est un procès, de ce que c'est une enquête aussi. Donc, pour moi, tôt ou tard, j'aurais fini par mettre un œil dans ce dossier-là parce que vous êtes en mesure de le constater d'ailleurs depuis plusieurs semaines, déjà même plusieurs mois. Je l'ai publié sur YouTube, mais ça faisait déjà longtemps que je m'intéresse à l'ensemble des homicides commis au Québec. Oui, il y en a des plus passionnants, il y en a des plus fascinants, il y en a des plus tristes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais pour se faire un œil critique aussi sur les procès, il faut en avoir vu d'autres. Faut rester calme dans le fond pour se construire un esprit critique, un esprit plus objectif. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des choses dans ce procès-là qui font sourire aujourd'hui. Et quand on voit la défense qui essaie de plaider la folie parce qu'elle elle aurait eu un problème avec ses rognons pour parler des reins, c'est assez évident que c'est ce qu'on n'entendrait pas ça aujourd'hui, là. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, ça fait justement 102 ans aujourd'hui que Aurore Gagnon nous quittait. Et voilà, demain matin, publication de 2 heures sur la présentation du procès. Merci beaucoup, bonne journée.